À la fête de retraite de mon père, il m'a humilié devant ses 70 collègues. J'ai alors remis un dossier secret à son patron. En découvrant le contenu, la salle entière s'est figée dans un silence de mort. Je m'appelle Heather et j'ai 31 ans. Lors de la fête de départ à la retraite de mon père, il s'est tenu au pupitre, à remercier 70 personnes par leur nom, sa secrétaire, le facteur, et même le traiteur. Et quand quelqu'un a demandé « Et Heather ?» il a ri dans le micro et a dit « Elle ne vaut pas la peine d'être mentionnée ». 70 collègues ont regardé. Ma mère a baissé les yeux sur ses genoux. Mon frère a bu son eau. Et quelque chose que j'avais gardé en moi pendant 3 ans, doucement, patiemment, comme un document attendant d'être classé, s'est mis en place. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au pupitre et j'y ai posé un dossier. Sa patronne l'a ouvert avant qu'il ne puisse le faire. Ce qu'elle a lu a tout changé pour lui, pour mon frère, et pour un pont que 10 000 personnes traversent chaque jour. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début, dans une petite ville appelée Carvey, et à une petite fille qui continuait de scotcher des certificats sur un réfrigérateur qui n'en voulait jamais. J'ai grandi dans le comté de Carvey, le genre d'endroit où tout le monde connaît votre nom de famille avant votre prénom. Et à Carvey, le nom Anderson signifiait une chose. Mon père, Gérald, directeur des travaux publics, 35 ans de métier. L'homme qui approuvait chaque route, chaque fossé de drainage, chaque trottoir de la ville. Il était important. Tout le monde me le disait. Mon frère Kyle, de 3 ans mon aîné, en était la preuve. Papa emmenait Kyle sur les chantiers de construction avant même qu'il ne sache lasser ses chaussures. Il le présentait à tous les barbecues du comté de la même manière. C'est mon fils. Il perpétuera le nom de la famille. Kyle rayonnait. Papa lui serrait l'épaule. Et moi, je me tenais 2 pas derrière, tenant ma propre assiette, attendant mon tour. Mon tour n'est jamais venu. J'étais doué en maths, j'adorais la physique, je rapportais des certificats d'excellence à chaque semestre, réglés comme une horloge. Je les scotchais sur le réfrigérateur à côté des photos de football de Kyle, de ses parties de pêche avec papa, de son ruban de première place à la foire du comté. Au matin, mon certificat avait disparu. Pas déplacé, disparu. J'ai posé la question à ma mère une fois. Elle a dit, il a dû tomber. Il n'était pas tombé. Quand j'ai dit à mon père que je voulais être ingénieur, il n'a pas levé les yeux de la télé. Quand je lui ai montré mon contrôle de géométrie, note parfaite. Il a demandé à Kyle si l'entraînement s'était bien passé. Un jour de Thanksgiving, j'avais peut-être 14 ans. Et j'ai apporté mon trophée de l'Expo Science à table, je l'ai posé juste à côté de la dinde. Papa l'a pris, a lu l'inscription et l'a mis dans le placard sous l'évier où nous rangions les produits d'entretien. Tout le monde s'en fiche d'un bout de papier, Heather, a-t-il dit. Ton frère fait de vraies choses, lui. Mais je n'ai pas abandonné. Je pensais que si j'essayais assez fort, un jour il me verrait enfin. J'avais tort, mais tort d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Dernière année de lycée et j'ai été accepté à l'université d'État avec une bourse complète, en génie civil. La lettre est arrivée un mardi. Je m'en souviens parce que je suis resté dans la cuisine à la tenir pendant 20 minutes, répétant comment j'allais l'annoncer à papa. Il n'était pas à la maison. Il était au match de football local de Kyle. Pas un tournoi, pas des phases finales, juste un match amical de ligue du samedi qui tombait le même soir que ma cérémonie de remise des diplômes du lycée. Kyle avait un match ce jour-là. Ma mère a appelé depuis les gradins, la voix basse pour que papa n'entende pas. Ma chérie, tu sais comment est ton père, a-t-elle chuchoté. J'avais entendu cette phrase 100 fois. C'était sa version d'une excuse, assez douce pour être dite, assez vide pour ne rien dire. Papa a payé l'université de Kyle, une école privée, en administration des affaires. Kyle a emménagé dans une chambre universitaire avec un mini réfrigérateur et un écran plat. Moi, j'ai emménagé dans un appartement en colocation hors campus avec 2 colocataires et une plaque chauffante. La bourse couvrait les frais de scolarité. Tout le reste, les livres, la nourriture, l'essence, provenait du restaurant où je servais aux tables 4 soirs par semaine. Personne dans ma famille n'a mentionné ma spécialité. Pas une seule fois. Pas quand j'ai été sur la liste d'excellence du doyen. Pas quand j'ai obtenu la bourse de recherche de premier cycle. Pas quand j'ai été nommé première de ma promotion en analyse structurelle. Mais ils ont mentionné la promotion de Kyle.
À chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque appel téléphonique. Le Thanksgiving où j'ai obtenu mon diplôme, à 22 ans, avec mention magna cum laude, licence en génie civil. Papa a découpé la dinde et a dit, « Oh, une ingénieure. Qu'est-ce que tu vas construire? Des ponts? » Puis il a ri. Kyle a ri aussi. J'ai souri et j'ai passé la sauce. Le plus drôle, c'est qu'il avait raison. J'allais construire des ponts, ou plus précisément, j'allais réparer celui qu'il a failli détruire. Après la remise des diplômes, j'ai déménagé à Ridgemont, à 45 minutes à l'est de Carvey, assez loin pour respirer. J'ai décroché un poste junior chez Marsh & Callaway Engineering. Petite entreprise, travail sérieux, pont, viaduc, infrastructure municipale. Ma patronne, Hélène Marsh, associée fondatrice, 55 ans, le genre de femme qui pouvait lire un calcul de charge comme la plupart des gens lisent un menu, a vu quelque chose en moi très tôt. Elle m'a encadré, poussé, m'a obligé à être présente aux réunions avec les clients quand je voulais me cacher derrière des feuilles de calcul. J'ai réussi mon examen de PE, ingénieur professionnel, à 27 ans. Ingénieur professionnel dans mon domaine. C'est la licence qui dit qu'on vous fait confiance pour tamponner des plans qui maintiennent les gens en vie. Ponts, hôpitaux, écoles. Votre signature signifie que si ça s'effondre, c'est sur vous que ça retombe. J'étais l'une des plus jeunes PE de l'histoire de l'entreprise. J'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle. Papa a décroché. J'ai eu mon PE, ai-je dit. Silence. Puis, HM. Kyle vient d'être promu. Kyle avait été embauché dans le département de papa, coordinateur de projet au bureau des travaux publics du comté. Aucun diplôme d'ingénieur requis. Papa a tiré les ficelles. Tout le monde à Carvey le savait. Personne ne le disait. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assise dans ma voiture pendant 15 minutes. Et pour la première fois, oui, je me suis laissé penser à la chose que j'avais esquivée toute ma vie. Ce n'était pas que je n'en avais pas fait assez. C'était qu'il n'avait jamais voulu que je fasse quoi que ce soit. Cette même semaine, Hélène m'a donné un conseil que je ne comprenais pas encore tout à fait. Elle a dit, garde une copie de tout ce que tu signes. Tout. Chaque plan, chaque email, chaque révision. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est du professionnalisme. J'ai écouté. J'ai classé. J'ai sauvegardé. Je ne savais pas que 2 ans plus tard, cette habitude changerait tout. 3 ans avant la fête de retraite, le comté de Carvey a commencé les travaux du pont de Millbrook. Si vous n'êtes pas du coin, vous devez comprendre ce que ce pont signifiait. La route de Millbrook était l'artère principale reliant le côté nord du comté, 2 écoles, l'hôpital régional, une maison de retraite à l'autoroute. L'ancien pont avait 60 ans, était soumis à des restrictions de poids et gémissait chaque fois qu'un bus scolaire le traversait. Le remplacer n'était pas une option. C'était une question de survie. Pour papa, c'était plus qu'une infrastructure. C'était un héritage. Le plus grand projet de ses 35 ans de carrière. Il gérait le calendrier, le budget, les entrepreneurs. Son nom figurait sur chaque communiqué de presse. Le bulletin du comté a publié une photo de lui avec un casque de chantier debout sur la berge, les bras croisés, souriant comme un homme à qui on venait de remettre un trophée. Puis les inspecteurs ont trouvé le problème. La conception structurelle initiale réalisée par l'équipe interne de papa comportait un défaut critique dans les pylônes porteurs. Et sous le poids du trafic prévu et le stress des inondations saisonnières, les pylônes se dégraderaient en 5 ans, peut-être moins. Le terme technique est une défaillance progressive. Le terme de tous les jours est que le pont pourrait s'effondrer. Papa a paniqué. Pas publiquement. Gérald Anderson ne paniquait pas publiquement, mais à huis clos, j'ai appris plus tard qu'il avait fait les 100 pas dans son bureau pendant 3 jours d'affilée. Si la rumeur se répandait que son projet phare avait un défaut de conception fatal avant même que la construction ne soit terminée, sa réputation était ruinée, 35 ans effacés. Margaret Holt, l'administratrice du comté, la patronne de papa, a commandé un consultant externe. Examen structurel indépendant, non négociable. Je n'ai pas besoin que des étrangers me disent comment faire mon travail, a dit papa à son équipe. Mais Margaret Holt ne posait pas la question, et l'entreprise externe que le comté a engagée était la mienne. Hélène m'a convoqué dans son bureau un mercredi. Elle avait le contrat étalé sur son bureau.
Sceau du comté, cahier des charges, date limite. Un examen structurel et une refonte du système de support de charge du pont de Millbrook. Tu es ma meilleure sur les structures de pont, a-t-elle dit. Celui-ci est pour toi. Mon estomac s'est noué. C'est le projet de mon père. Hélène a enlevé ses lunettes de lecture, m'a regardé comme elle le faisait toujours quand elle était sur le point de dire quelque chose que je ne voulais pas entendre. Ton travail, c'est le pont, pas l'ego de ton père. Elle avait raison. J'ai accepté la mission. Au bout de 2 semaines, j'ai réalisé que le problème était pire que ce que suggérait le rapport initial. Ce n'était pas seulement les pylônes. Le système entier de liaison des poutres était sous-dimensionné. Mauvaise qualité d'acier, contreventements transversaux insuffisants, voies de charge qui concentreraient le stress exactement dans les mauvais joints. S'il l'avait construit tel qu'il avait été conçu, ce pont aurait été un compte à rebours. J'ai repensé tout le système de transfert de charge. 6 semaines, des journées de 14 heures. J'ai fait tourner des simulations jusqu'à ce que mes yeux brûlent. J'ai vérifié et revérifié chaque calcul jusqu'à ce que les chiffres chantent. La solution a fonctionné. Le pont tiendrait. Quand papa a découvert que sa fille était l'ingénieure consultante, que c'était moi qui avais trouvé les erreurs de son équipe et réécrit leur plan, il ne m'a pas remercié. Il m'a appelé un samedi soir, la voix tendue comme un fil. Tu ne vas pas m'embarrasser, a-t-il dit. Répare ça discrètement, et ton nom reste en dehors de tout ça. Pas une demande, un ordre. Avec le même ton qu'il avait utilisé toute ma vie. Le ton qui disait, assieds-toi. Tais-toi. Disparais. J'ai réparé ça et je suis restée silencieuse. Ce fut ma première erreur. Le pont de Millbrook a ouvert un beau matin d'octobre. Les photos de l'inauguration ont fait la une de la Gazette du comté de Carvey. Papa se tenait au centre, serrant la main de Margaret Holt, rayonnant. Derrière lui, le pont brillait. Béton et acier, des lignes épurées s'étirant au-dessus de la rivière. Ma conception, sa photo. En l'espace d'une semaine, papa m'a effacé. Pas au sens figuré, littéralement. Il a envoyé des emails au bureau du projet. Supprimé toutes les références aux consultants externes du dossier Millbrook. Le rapport officiel attribuait la refonte à une collaboration d'ingénierie interne. Le nom de mon entreprise a disparu. Mon tampon de PE, nulle part. Mais le pire n'était pas l'effacement. Le pire était ce qu'il a mis à la place. Kyle a signé le plan d'ingénierie final soumis à l'État. Kyle Anderson, ingénieur superviseur, sa signature, son nom imprimé juste là sur la ligne de certification PE. Kyle qui avait un diplôme de commerce. Kyle qui ne pouvait pas faire la différence entre un diagramme de cisaillement et une liste de courses. Kyle, qui ne détenait pas de licence de PE parce qu'il n'avait jamais passé l'examen, parce qu'il n'était pas ingénieur. Dans tous les États de ce pays, signer des documents de PE sans licence est une violation de la loi sur la pratique de l'ingénierie de l'État. Ce n'est pas une zone grise. Ce n'est pas un détail technique. C'est de la fraude. Une fraude sur un document de sécurité publique. J'ai confronté papa en privé. Juste lui et moi, dans sa cuisine un dimanche après-midi. Papa, Kyle n'a pas de PE. Cette signature est illégale. Il n'a pas signé. Mêle-toi de tes affaires. Personne ne t'a rien demandé. Alors voilà. Mon choix. Parler. Détruire ma famille. Envoyer mon père et mon frère dans un cauchemar juridique. Rester silencieuse. Devenir complice d'une fraude sur un pont que des bus scolaires traversent chaque matin. J'ai choisi le silence parce qu'ils étaient ma famille. Parce que je croyais encore qu'un jour papa dirait merci. 3 ans ont passé. Il n'a jamais dit merci. Il a dit quelque chose de bien pire devant 70 personnes. L'invitation est arrivée dans une enveloppe de couleur crème, papier cartonné épais, lettres dorées. Vous êtes cordialement invité à célébrer 35 ans de service distingué. Gerald R. Anderson, directeur des travaux publics, comté de Carvey. Je l'ai tenu longtemps. 3 ans de silence. 3 ans à regarder papa s'attribuer le mérite de mon travail. 3 ans de fête où personne n'a mentionné le pont ou ma carrière ou le fait que j'existais dans une quelconque capacité professionnelle et maintenant une invitation. Ma mère avait appelé la semaine précédente. Ton père adorerait te voir là-bas,
a dit Donna. Vraiment? Je n'en étais pas sûr. Mais quelque chose en moi, la même chose qui continuait de scotcher des certificats sur le réfrigérateur à 14 ans, voulait y croire. Peut-être que la retraite l'adoucirait. Peut-être que sans le travail, sans le titre, sans le besoin de se donner en spectacle, il serait juste un père. Mon père. J'ai conduit 4 heures, j'ai acheté une nouvelle veste, grise anthracite, professionnelle, le genre de choses qu'on porte quand on veut être pris au sérieux. J'ai écrit une carte à la main. Félicitations, papa. 35 ans, c'est quelque chose dont on peut être fier. Heather. Je pensais chaque mot. Sur le siège passager à l'intérieur de mon sac de travail reposait un dossier en papier manille. Je ne l'ai pas apporté comme une arme. Je l'ai apporté comme on apporte un parapluie quand les prévisions annoncent 20% de risque de pluie, en espérant ne pas en avoir besoin, en sachant qu'on pourrait. 3 ans de documents, les bons plans, les emails, la lettre du Conseil de l'État, tous des originaux, tous vérifiés, tous reposant dans ce dossier depuis le jour où papa m'a dit de me mêler de mes affaires. J'ai rejoint l'autoroute en direction de Carvey et je me suis dit, ce soir, ce sera différent. Le dossier est resté dans le sac. Je ne savais pas encore qu'à la fin de la soirée, ce ne serait plus le cas. La salle communautaire du comté de Carvey semblait accueillir un mariage. Nappe blanche, centre de table avec de petits drapeaux américains et des casques de chantier miniatures. Une petite touche mignonne. C'était l'idée d'une blague de quelqu'un. Une banderole s'étirait sur le mur du fond. 35 ans de service. Gerald Anderson. En dessous, un écran de projecteur faisait défiler un diaporama de la carrière de papa. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé les photos défiler. Papa serrant la main du gouverneur. Papa a une pose de première pierre. Papa et Kyle à un pique-nique du comté. Polos assortis, bras dessus bras dessous. Papa et Kyle sur le chantier de Millbrook. Papa et Kyle à Noël. 40 photos. J'ai compté. Pas une seule ne m'incluait. Ah, il y avait bien une photo de famille. Je me souvenais du jour où elle avait été prise. Le 16e anniversaire de Kyle. J'étais debout sur le côté gauche de papa, mais la version à l'écran était rognée. J'avais disparu. J'ai trouvé ma place à la table du fond, près de la porte, la table la plus proche de la sortie. Je n'ai pas réfléchi à ce que cela signifiait avant plus tard. Maman m'a repéré à l'autre bout de la pièce. Elle m'a fait un signe de la main, un petit battement de doigts, mais ne s'est pas levé. Kyle était assis à la table d'honneur avec papa, serrant la main des responsables du comté dans son costume trop serré aux épaules. Il ressemblait à un homme jouant un rôle qu'il avait répété toute sa vie. Papa m'a vu. Nos regards se sont croisés à travers 20 mètres de nappe blanche et de flammes de bougies. Il m'a fait un signe de tête, le genre qu'on fait à une vague connaissance au supermarché. Rapide, poli, oubliable. Une femme à ma table s'est penchée. « Êtes-vous la fille de Gerald ?» J'ai dit oui, ses sourcils se sont levés. « Oh, il n'a jamais parlé de vous. » Il n'avait jamais parlé de moi. J'aurais dû y être habitué maintenant. Mais l'entendre de la bouche d'une étrangère, ça a fait un effet différent. Margaret Holt a pris le pupitre à 19h30 pile, grande, aux cheveux argentés, le genre d'autorité que l'on ressent avant de la voir. Elle a tapoté le micro 2 fois. Bonsoir à tous. Nous sommes ici ce soir pour honorer un homme qui a façonné les infrastructures de ce comté pendant 35 ans. Sous sa direction, nous avons vu le pont de Millbrook, l'expansion de la route 9, et la refonte du drainage du centre-ville, des projets qui nous survivront à tous. Elle a souri. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Gerald Anderson. Les applaudissements ont rempli la salle. Papa s'est levé de la table d'honneur, a boutonné sa veste et a marché jusqu'au pupitre comme s'il avait marché vers des pupitres toute sa vie. Confiant, mesuré, maître de lui. Il a commencé par une blague sur les nids de poules. Les gens ont ri, puis il est devenu sérieux. Je tiens à remercier certaines personnes. Mon cœur a battu un peu plus vite. Il a remercié Donna en premier. Mon rock. Mes 40 ans de tolérance face aux nuits blanches et aux bottes boueuses. Maman a essuyé ses yeux. La salle a applaudi. Il a remercié Kyle. Mon fils, l'avenir de cette famille.
Je suis fier de dire qu'il reprend le flambeau là où je l'ai laissé. Kyle s'est levé brièvement. Plus d'applaudissements. Il a remercié Janet, sa secrétaire depuis 22 ans. Elle a organisé ma vie mieux que je ne l'aurais jamais pu. Il a remercié Bill le facteur, le traiteur par son prénom, Rosa, le gardien de nuit, Pete, le gars qui a réparé le photocopieur, et chaque nom était une pierre, et je m'enfonçais à la table du fond. Il a fait une pause, a balayé la pièce du regard, a souri. Je pense avoir remercié tous ceux qui comptent. Il a posé le micro et, de quelque part dans la dernière rangée, une voix que je n'ai pas reconnue, quelqu'un a crié « Et Heather ?» 70 personnes se sont tournées pour regarder mon père. Et mon père, le micro encore chaud dans sa main, a ri. Il a repris le micro, l'air de rien, comme si quelqu'un avait posé une question sur la météo, il a regardé vers ma table, pas moi, vers moi, comme on jette un coup d'œil à un meuble, et il a dit. Elle ne vaut pas la peine d'être mentionnée. Quelques mots, un micro, 70 témoins. La salle n'a pas halté. Ça n'arrive que dans les films. Ce qui s'est réellement passé était pire. Le silence. Ce type spécifique de silence où tout le monde baisse les yeux sur son assiette en même temps. Les fourchettes se sont arrêtées. Les verres se sont figés à mi-chemin des lèvres. Quelqu'un a toussé. Maman a baissé la tête. Je pouvais voir ses mains croisées sur ses genoux se serrant l'une l'autre jusqu'à en blanchir. Kyle. Je l'ai regardé. Il n'a pas bronché, ne s'est pas retourné. Il a pris son verre d'eau et a bu comme si de rien n'était, comme si sa sœur ne venait pas d'être effacée devant tous les contacts professionnels que leur père avait jamais eus. 70 personnes l'ont entendu. Pas une n'a dit un mot. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose autour de quoi je tournais depuis 31 ans. Leur silence n'était pas un accord. Mais ce n'était pas non plus une protection. Ce n'était rien. Et ce rien, quand vous avez besoin que quelqu'un prenne votre défense, c'était la même chose que de se ranger de son côté. 3 ans. 3 ans que j'avais gardé ce dossier dans le tiroir de mon bureau. 3 ans à attendre qu'il appelle, qu'il reconnaisse, qu'il dise les 2 mots qui auraient tout changé. Et sa réponse, diffusée par un système de sonorisation à chaque ingénieur, entrepreneur et fonctionnaire du comté de Carvey, était « pas la peine d'être mentionné ». Quelque chose a basculé en moi. Ni de la colère, ni de la tristesse, de la clarté. Le genre de clarté qui ne brûle pas. Elle se concentre comme une lentille, tirant la lumière en un seul point net. J'ai regardé mon sac. Le dossier était à l'intérieur. Il y était depuis 3 ans. Plus maintenant. Je me suis levé. La chaise a raclé sur le parquet. Un bruit plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Ou peut-être que la pièce était juste très silencieuse. Maman a attrapé mon bras, ses doigts se sont refermés sur mon poignet, doucement comme elle le faisait toujours, comme si la douceur compensait tout ce qu'elle ne disait jamais. Assieds-toi, ma chérie. Ne fais pas un scandale. J'ai regardé sa main, puis son visage, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas fait ce qu'elle demandait. Je ne fais pas un scandale, maman. Je ne m'assois juste plus. J'ai libéré mon poignet. Pas brusquement, lentement. Comme on pose quelque chose qu'on porte depuis trop longtemps. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti le dossier. En papier manille, ordinaire, du genre qu'on achète par paquet de 10 au magasin de fourniture de bureau. Il ne pesait presque rien dans ma main. Ouais, mais il contenait 3 ans de silence. Chaque plan, chaque email, chaque preuve de mon existence dans l'histoire que mon père avait passé sa carrière à réécrire. J'ai marché entre les tables, côté gauche, côté droit, tissu blanc et lumière de bougie, et 70 paires d'yeux me suivant comme si je traversais un tribunal. Mes talons cliquetaient sur le parquet, réguliers, un pas à la fois. Je pouvais entendre la voix d'Hélène dans ma tête, tirée d'une conversation d'il y a des mois, quand j'avais failli tout déchiqueter. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin d'être placée là où elle appartient. Papa se tenait au pupitre, le micro toujours à la main. Et à mesure que je me rapprochais, à 5 tables, puis 3, puis 1, j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait l'air effrayé. Je suis monté sur l'estrade, me suis tenu à côté de lui, et j'ai dit doucement pour qu'il doive se pencher. Quelques mots avant de partir. Il y a une chose que papa a oublié de mentionner.
Ma voix a porté. Pas parce que je l'avais élevée, parce que la salle était si silencieuse qu'un chuchotement aurait résonné. La mâchoire de papa s'est crispée. Heather, assieds-toi. À travers ses dents. Un ordre, pas une demande. Je ne me suis pas assise. J'ai posé le dossier sur le pupitre doucement, comme on pose un jeu de cartes, et je me suis tourné vers la table d'honneur. Madame Holt, ai-je dit, cela concerne le projet du pont de Millbrook. En tant qu'administratrice du comté, je crois que vous devriez voir ceci. Margaret Holt avait observé tout l'échange avec ce genre d'expression qui vient de 30 ans d'administration publique, posée, évaluatrice, ne laissant rien paraître. Mais quand j'ai dit Millbrook, quelque chose derrière ses yeux s'est aiguisé. Elle s'est levée, a marché jusqu'au pupitre, a tendu la main vers le dossier. La main de papa a jailli. Il a attrapé le bord. C'est personnel. Margaret n'a pas bronché. Elle a soutenu son regard comme on tient une porte. Ferme, définitif. Si cela concerne un projet du comté, ce n'est pas personnel, Gérald. Elle a pris le dossier, l'a ouvert. La première page, mes plans structurels, le tampon PE et ma signature dans le coin inférieur droit, ont accroché la lumière du plafond. Elle a tourné à la page 2, les emails. J'ai regardé ses yeux bouger de gauche à droite, ses lèvres pincées. Page 3, la signature de Kyle sur le dépôt de l'État. Ingénieur superviseur. Elle a levé les yeux et je n'oublierai jamais ça. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé papa. Elle a regardé Kyle. Et à ce moment-là, j'ai pensé, était-ce la bonne chose à faire? 3 ans que je gardais ça. 3 ans que je choisissais la famille plutôt que la vérité. Si vous vous étiez tenu là où j'étais, tenant la preuve, regardant votre père rire de votre existence devant 70 personnes, auriez-vous ouvert le dossier ou seriez-vous parti? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux sincèrement le savoir. Margaret a tourné une autre page, puis une autre. Puis elle a levé les yeux vers mon père et toute trace de célébration s'est vidée de la pièce comme l'eau d'un verre fêlé. Papa a arraché le dossier des mains de Margaret. Des papiers se sont éparpillés. 2 feuilles ont glissé du pupitre et ont dérivé vers le sol comme des feuilles mortes. C'est une affaire de famille. Sa voix s'est brisée sur le mot famille. Je n'avais jamais entendu ça auparavant. Le ton de Margaret a chuté de 10 degrés. Gérald, ce sont des documents d'ingénierie du comté avec des signatures que je dois vérifier. Rendez-les. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il s'est tourné vers la salle, 70 visages, certains stupéfaits, d'autres confus, la plupart très immobiles, et a fait ce que Gérald Anderson avait toujours fait de mieux. Il a donné une représentation. Ses épaules se sont détendues, son menton s'est baissé. Quand il a parlé, sa voix avait le tremblement prudent d'un homme qui a été blessé. Les amis, je suis désolé pour ça. Il a secoué la tête lentement. Ma fille a toujours eu des problèmes. Elle est séparée de la famille depuis des années. Quoi? Nous avons tout essayé. Il m'a regardé avec une tristesse si bien répétée qu'elle semblait presque réelle. Elle est perturbée depuis des années. Nous avons tout essayé. Et ça a marché pendant environ 5 secondes. Je l'ai vu onduler dans la pièce. Quelques hochements de tête compatissants. Une femme près du devant a serré sa serviette. Quelqu'un a chuchoté, comme c'est triste. Papa était doué pour ça. Il pouvait retourner une pièce en 30 secondes. Je l'avais regardé faire toute mon enfance, remodelant chaque histoire, chaque situation. Jusqu'à ce qu'il soit le héros et que je sois le problème. Mais cette fois, Margaret Holt tenait 3 pages de documents du comté. Et les documents ne réagissent pas au ton de la voix. Margaret s'est agenouillée, a ramassé les feuilles tombées et les a redressées contre le pupitre. Gérald, a-t-elle dit, sans méchanceté. Je vais avoir besoin que vous me rendiez ça. La performance de papa a vacillé parce que Margaret ne le regardait pas avec compassion. Elle le regardait de la manière dont un auditeur regarde une anomalie. Margaret a repris le dossier. Cette fois, papa n'a pas résisté. Elle a lu méthodiquement. Pas de drame, juste une femme faisant son travail à une vitesse qui a fait retenir son souffle à la pièce. D'abord, mes plans structurels. Tampon PE numéro 47832. Ma signature,
Heather Monsieur Anderson, PE, à l'encre noire et nette. Ensuite, les emails, 7 d'entre eux, tous de l'adresse du comté de Gérald au bureau du projet. Elle a lu une ligne à haute voix. Pas pour faire du théâtre. Je pense qu'elle n'a pas pu s'en empêcher. Supprimer toutes les références aux consultants externes du dossier Millbrook. Elle a levé les yeux. Vous avez dit au conseil que la refonte avait été faite en interne. Le menton de papa s'est levé. C'était un travail d'équipe. Margaret a tourné la page. Le dépôt de l'État, les documents de certification PE soumis au département des transports de l'État. La signature de Kyle. Le nom imprimé de Kyle. La ligne qui indiquait ingénieur superviseur, numéro de licence PE et à côté, un numéro. Un numéro qui n'existait dans aucun registre de l'État. Margaret a fixé la page pendant un long moment. Puis elle s'est tournée vers Kyle. Il était toujours à la table d'honneur, sa serviette sur les genoux, ressemblant à un homme regardant sa propre voiture glisser du haut d'une falaise au ralenti. Kyle, a dit Margaret, calme comme un médecin lisant des résultats d'analyse. Avez-vous une licence de PE? La salle s'est agitée. Les ingénieurs dans le public, et il y en avait plusieurs, se sont redressés. Ils savaient ce que cette question signifiait. La bouche de Kyle s'est ouverte. Ses yeux se sont posés sur papa, le réflexe de toute une vie. La recherche automatique de quelqu'un pour répondre à sa place. Mais papa était figé au pupitre, micro en main, pas de texte, pas de répétition. Pour la première fois de ma mémoire, Gérald Anderson n'avait rien à dire. Kyle était livré à lui-même. La voix de Kyle est sortie fine, dépouillée du ton assuré qu'il avait utilisé toute la soirée. Papa m'a dit de signer. Je ne savais pas que c'était un problème. Le murmure qui a parcouru la pièce n'était pas de la surprise. C'était de la reconnaissance. 70 personnes faisant le calcul en même temps. Ingénieurs, entrepreneurs, responsables du comté. Chacun d'eux comprenait ce que signifiait une signature de PE. Et chacun d'eux comprenait ce que cela signifiait quand quelqu'un signait sans en avoir une. Margaret s'est retournée vers papa. Gérald, vous étiez chef de projet. Vous avez supervisé l'implication de Kyle. Papa s'est redressé, a essayé de se reprendre. Il était supervisé. Je l'ai supervisé. Margaret n'a pas scié. Vous êtes chef de projet, Gérald. Vous n'avez pas de PE non plus. Silence, mais d'un autre genre maintenant. Et pas le silence gênant d'une querelle familiale. C'était le silence de personnes réalisant qu'elles regardaient quelque chose d'officiel, quelque chose avec des conséquences. Ce n'était pas une fille faisant une scène à la fête de son père. C'était une affaire d'ingénierie du comté se déroulant en temps réel. Maman s'est levée. Sa chaise a crissé contre le sol. Sa voix tremblait. Pouvons-nous s'il vous plaît ne pas faire ça ici? Toutes les têtes se sont tournées vers moi, dans l'attente. Et j'ai dit la chose que je retenais depuis 3 ans, la raison pour laquelle le dossier existait. J'ai essayé de faire ça en privé il y a 3 ans, maman. Papa m'a dit de me mêler de mes affaires. Maman s'est rassise lentement, comme si l'air l'avait quittée. Papa a agrippé le pupitre des 2 mains. Ses jointures étaient blanches. Son visage était rouge. Et quand il a parlé, le micro a capté chaque mot. C'est ma fête de retraite et pas un tribunal. Mais Margaret Holt glissait déjà les documents dans le dossier soigneusement, complètement. La façon dont on manipule des preuves, c'est là que papa est sorti de son rôle. Il s'est retourné contre moi. Rotation complète, épaules carrées, micro oublié dans son poing. Sa voix était éraillée. Pas de performance, pas de gestion du public. Juste 31 ans de quelque chose de les remontant enfin à la surface. Je t'ai donné un toit. Je t'ai donné à manger. Et c'est comme ça que tu me remercies? La salle a tressailli. Pas au mot, au ton. C'était le Gérald Anderson que personne dans cette pièce n'avait jamais vu. Le privé. Celui qui parlait derrière des portes closes, dans les cuisines, dans les couloirs. Celui que seule sa famille connaissait. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas élevé la voix. Tu m'as donné un toit, papa. Mais tu ne m'as jamais donné de place à table. Même pas ce soir. Quelque chose a changé dans la pièce.
Je pouvais le sentir. Un changement de gravité. Quelques personnes aux tables latérales ont hoché la tête. De petits mouvements presque involontaires. Mais Janet, la secrétaire de papa depuis 22 ans, assise à 3 tables de là, a sorti un mouchoir de son sac à main et se l'est pressé sur les yeux. Papa a regardé autour de la pièce, cherchant, scrutant, cherchant un allié, un visage compatissant, quelqu'un pour soutenir sa version de l'histoire. Personne n'a croisé son regard. Kyle fixait la nappe. Le visage de maman était enfoui dans ses mains. Les fonctionnaires du comté à la table d'honneur étudiaient leurs assiettes comme s'ils lisaient des plans. Margaret Holt a fermé le dossier, puis l'a glissé sous son bras et a dit avec la précision d'une femme qui dirigeait ce comté depuis 12 ans. Gérald, je devrais examiner cela avec le service juridique lundi. Je vous suggère de profiter du reste de votre soirée. Tout le monde l'a compris. La fête était finie. Janet a attrapé mon bras alors que je descendais de l'estrade. Sa main était chaude. Ses yeux étaient humides. Je me suis toujours demandé qui avait vraiment réparé ce pont. Laissez-moi vous dire ce qu'il y avait dans ce dossier. Tout. D'abord, les plans de refonte structurelle pour le système de transfert de charge du pont de Millbrook. 23 pages, chacune d'entre elles portant mon tampon PE, numéro 47832, et ma signature. Heather Monsieur Anderson, PE. C'étaient les plans qui avaient remplacé la conception originale défectueuse, ceux qui garantissaient que le pont pourrait supporter des bus scolaires, des ambulances et des semi-remorques pour les 100 prochaines années. Deuxièmement, cet email du comté de Gerald Anderson au bureau de projet du comté de Carvey et chacun était une variation de la même directive. Retirer Marsh & Callaway Engineering du registre du projet. Supprimer les références aux consultants externes. Attribuer la refonte à une collaboration interne. Dans un email daté de 3 jours après l'ouverture du pont, il a écrit, et je n'oublierai jamais la formulation, nettoyez ça. Je ne veux rien qui dépasse. J'étais ce qui dépassait. Troisièmement, une lettre officielle du Conseil d'État des ingénieurs professionnels qui m'était adressée nommément, reconnaissant mon analyse structurelle exceptionnelle contribuant à la sécurité du pont de Millbrook. Le Conseil l'avait envoyé après avoir examiné le nouveau design dans le cadre de leur audit de routine post-construction. Papa n'a jamais été au courant de cette lettre parce qu'il n'a jamais posé la question. Quatrièmement, les résultats de l'audit interne que j'avais obtenu par le biais d'une demande de dossier public, Freedom of Information Act, tout à fait légal. Et ces résultats montraient que Kyle Anderson avait signé des documents certifiés PE à 3 reprises distinctes sans détenir de licence PE, une violation claire de la loi sur la pratique de l'ingénierie de l'État. Je n'ai pas apporté ce dossier à la fête pour me venger. Je l'ai apporté parce qu'il y a 3 ans, mon père m'a dit de me mêler de mes affaires. Ce soir, il a dit à 70 personnes que je ne valais pas la peine d'être mentionné et j'ai décidé que s'il ne disait pas la vérité, les documents le feraient. Un tampon PE n'est pas une formalité. J'ai dit à personne en particulier et à tout le monde. Cela signifie qu'un ingénieur agréé assume la responsabilité légale de la sécurité publique. Kyle n'avait pas cette autorité. Papa le savait. Après que Margaret a fermé le dossier, elle s'est tournée vers moi. Pas avec pitié. Pas avec gratitude, avec quelque chose de plus rare, du respect professionnel. Mademoiselle Anderson, a-t-elle dit, j'aurais aimé savoir cela il y a 3 ans. Mademoiselle Anderson, pas Heather, pas la fille de Gerald, Mademoiselle Anderson, la façon dont on s'adresse à un collègue. Mais c'était la première fois que quelqu'un dans cette pièce prononçait mon nom comme s'il avait son propre poids, distinct de celui de mon père. L'onde de choc a commencé lentement. Tom Reeves, ingénieur principal dans le département de papa, 30 ans de métier, le genre d'homme qui ne parle que lorsqu'il a quelque chose qui vaut la peine d'être dit, a reculé sa chaise et s'est approché. Il a tendu la main. La refonte du transfert de charge, a-t-il dit. C'était vous? J'ai serré sa main. Oui. Il l'a tenu une seconde de plus. C'était un travail brillant. Derrière lui, 2 autres ingénieurs se sont levés. L'un d'eux, une femme que je ne connaissais pas, peut-être 40 ans, badge du comté sur le revers, a dit doucement, j'ai examiné ces plans l'année dernière pour l'évaluation de la maintenance. L'intégration du mur de cisaillement était. Je me demandais qui l'avait fait. Papa se tenait au pupitre, le micro toujours à la main, mais la pièce avait tourné comme une planète changeant d'axe, et il n'était plus au centre.
Personne ne le regardait. Kyle était assis, figé, le visage blanc, son verre d'eau intact, suintant une auréole sur la nappe. Maman a tiré sur ma manche par derrière. Quand s'était-elle approchée? Sa voix était fine. S'il te plaît, rentrons à la maison. Je me suis tourné vers elle. Ma mère, la femme qui avait passé 40 ans à traduire la cruauté de papa en quelque chose de plus doux, quelque chose de supportable. Tu sais comment est ton père? J'ai dit, je rentre chez moi, maman. Chez moi. Et je le pensais dans tous les sens qu'une phrase peut avoir. J'ai pris mon sac sur la table du fond, la veste que j'avais achetée pour ce soir. Gris anthracite, professionnel, choisi avec soin, me semblait être une armure maintenant. J'ai marché vers la sortie. Régulier, ni vite, ni lentement. Comme on quitte un endroit où l'on ne reviendra jamais. Papa m'a rattrapé à la porte. Il a dû descendre de l'estrade rapidement car il était légèrement essoufflé. Sa main s'est refermée sur mon coude. Pas fort, mais assez fermement pour m'arrêter. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus ma fille. Le couloir était vide, mais les portes principales étaient ouvertes et la moitié de la pièce pouvait nous entendre. Il le savait, il voulait qu'ils entendent. Une dernière tentative pour faire de moi la méchante. Je me suis tourné pour lui faire face. Mon père, 63 ans, 35 ans de service public, une carrière bâtie sur la gestion minutieuse de ce que les gens croyaient de lui. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis ses yeux. Papa, ai-je dit, je n'ai pas été ta fille de toute ma vie. Ce soir, c'est la première fois que tu le dis à voix haute. Sa main est tombée. Et je ne sais pas à quoi je m'attendais. Une riposte, un déni, une explosion. Mais ce que j'ai eu, ce n'est rien. Gérald Anderson, l'homme qui avait toujours un discours, une diversion, un recadrage, se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle communautaire du comté de Carvey sans plus rien avoir à dire. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. L'air nocturne était frais. Les grillons d'octobre. Le parking à moitié plein. Les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus. Mon téléphone a vibré avant que je n'atteigne ma voiture. J'ai trouvé un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Margaret Holt. Pouvons-nous nous voir lundi? Il y a des choses dont je dois discuter avec vous professionnellement. Je suis monté dans ma voiture, j'ai tourné la clé et j'ai conduit. L'autoroute était vide. 4 heures de route sombre, de lignes blanches, de temps à autre une paire de phares venant de l'autre direction. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai appelé personne, j'ai juste conduit. Je pensais que je me sentirais satisfaite. Le mot vengeance suggère quelque chose qui a bon goût, doux, ou au moins piquant. Mais ce que j'ai ressenti en rentrant chez moi ce soir-là n'était pas de la satisfaction. C'était du vide. Pas le mauvais genre, le genre propre. Comme traverser une pièce qu'on a enfin fini de débarrasser après avoir passé des années à contourner le désordre. Vers la barre des 2 heures, j'ai appelé Hélène. Elle a décroché à la première sonnerie, ce qui signifiait qu'elle attendait. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi, comme si je venais enfin de rendre le dernier rapport? Elle a ri doucement, d'un air entendu. Le rire d'une femme qui en avait assez vu en 55 ans pour comprendre que certaines victoires ne ressemblent pas à des victoires. Elles ressemblent à la fin de quelque chose dont vous n'aviez pas réalisé que ça vous épuisait. Tu n'as pas brûlé les ponts, Heather, a-t-elle dit. Tu as juste prouvé qu'il avait réellement construit. J'ai souri. La première fois depuis des heures. Les kilomètres ont défilé. J'ai pensé au visage de papa quand Margaret a ouvert le dossier. Au silence de Kyle, à la main de maman sur mon poignet. Assieds-toi ma chérie. Et aux 20 années de Assieds-toi ma chérie qui avait précédé. J'ai pensé à ce que papa avait dit, pas la peine d'être mentionné. Et j'ai réalisé qu'il avait peut-être raison. Pas de la façon dont il l'entendait, mais d'une manière différente. Je n'avais pas besoin d'être mentionné. Mon travail parlait de lui-même. Il avait toujours parlé de lui-même. J'avais juste attendu que la mauvaise personne écoute. Je suis rentré chez moi à 1 heure du matin. J'ai posé mon sac sur le comptoir. Il était plus léger maintenant. Le dossier avait disparu. Lundi matin,
9 heures dans le bureau de Margaret Holt au 3e étage du bâtiment administratif du comté de Carvey. Elle avait le dossier ouvert sur son bureau. À côté, un bloc-notes juridique avec 2 pages de notes déjà remplies de son écriture nette. Une tasse de café intacte, ce qui me disait que cette réunion avait commencé avant mon arrivée. « Asseyez-vous, mademoiselle Anderson. » Je m'assis. Margaret n'a pas perdu de temps. La lettre du Conseil d'État. C'est authentique. Vous pouvez les appeler directement. Mon numéro de licence est enregistré. Elle a pris une note. Et puis a levé les yeux. Pas comme une patronne, pas comme une enquêtrice, comme une personne. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu plus tôt? La réponse honnête était la seule réponse que j'avais. C'est mon père. Je pensais qu'il finirait par faire ce qu'il fallait. Margaret a hoché la tête lentement. Le genre de hochement de tête qui dit « Je comprends plus que vous ne le pensez ». J'ai transmis le dossier au bureau du procureur du comté, a-t-elle dit. Ils examineront le problème de la signature PE et les directives par email. J'ai également demandé un audit complet de tous les dossiers d'ingénierie des 10 dernières années sous la direction du département de Gérald. 10 ans, chaque projet que papa avait touché. Kyle, a-t-elle poursuivi, a été placé en congé administratif en attendant l'enquête. Il a été prévenu ce matin. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la culpabilité. Pas exactement. Plutôt le poids de savoir qu'une chose que vous avez mise en mouvement a son propre élan. Maintenant, vous pouvez déclencher une avalanche. Vous ne pouvez pas la diriger. Margaret a appelé le Conseil d'État cet après-midi-là. Ils ont confirmé mon statut de PE, confirmé la lettre de reconnaissance et ouvert une enquête préliminaire sur les signatures sans licence de Kyle. Une enquête formelle suivrait. Les roues tournaient, et elle n'avait plus besoin de moi pour les pousser. 3 choses se sont produites dans les 2 semaines qui ont suivi la fête. Premièrement, le comté a annulé la cérémonie formelle de reconnaissance de Gérald, celle prévue pour le mois suivant. Et avec la plaque et la résolution encadrée et la photo avec le conseil du comté, le bureau de Margaret a publié une déclaration d'une ligne. La cérémonie a été reportée dans l'attente d'un examen interne. Dans une ville comme Carvey, cette phrase était une grenade. Deuxièmement, la plaque de bronze du pont de Millbrook, celle qui disait est dédiée à Gerald R. Anderson, directeur des travaux publics, a été retirée pour mise à jour. Tout le monde en ville est passé devant cet espace vide sur la rambarde du pont et a su exactement ce que cela signifiait. Et troisièmement, le conseil du comté a programmé une audience publique sur les procédures relatives aux documents d'ingénierie ouvertes au public. Point à l'ordre du jour, conformité de la certification PE dans les projets d'infrastructure du comté. Papa était à la retraite. Il ne pouvait pas être licencié. Mais la chose qu'il appréciait plus que n'importe quel chèque de paie, son héritage, son nom, l'histoire de Gerald Anderson que tout le comté avait accepté comme vérité pendant 35 ans était en train d'être réécrite en temps réel. Il m'a appelé un mercredi soir. J'ai failli ne pas répondre. Tu as détruit cette famille. Sa voix était atone. Pas de performance, pas de public, juste lui. Non, papa. Tu as construit une famille où un seul enfant comptait. J'ai juste arrêté de faire semblant que j'étais d'accord avec ça. Il a raccroché. Maman a appelé 1 heure plus tard. Ton père n'arrive pas à dormir. Il est dévasté. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas pu dormir pendant 3 ans, maman. Est-ce que quelqu'un a appelé pour prendre de mes nouvelles? Le silence. Le genre long. Le genre où l'on peut entendre quelqu'un réaliser que la réponse est non. Et ce non est suffisant. Elle a dit, je te rappellerai plus tard, ma chérie. Elle n'a pas rappelé pendant 1 mois. Kyle a appelé un samedi, en fin d'après-midi. Le soleil se couchait par la fenêtre de mon appartement, et je faisais ce que je faisais toujours le samedi, réviser des plans, boire du café froid, faire semblant que le silence ne me dérangeait pas. Son nom sur l'écran m'a fait faire une pause. Kyle et moi ne nous étions pas parlé directement sans papa comme modérateur depuis des années. Et sa voix était plus petite que dans mes souvenirs. La confiance des salles de conférence avait disparu. Oh, et longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Tu étais obligé de le faire devant tout le monde? J'ai posé mon café.
tu l'as regardé dire que je ne valais pas la peine d'être mentionné devant tout le monde. Un autre silence. Je l'ai laissé s'installer. J'avais passé ma vie entière à combler les silences pour les autres. À adoucir, à m'accommoder, à rendre les choses plus faciles pour tout le monde sauf pour moi. Plus maintenant. Je ne savais pas que ce truc de PE était si sérieux, a-t-il fini par dire. Je sais. C'était ça. Je ne l'ai pas accusé. Je ne lui ai pas fait la morale. J'ai juste confirmé ce que nous comprenions tous les deux. Kyle ne savait pas parce que papa ne le lui avait jamais dit, parce que papa avait besoin que Kyle signe sans poser de questions. Kyle, engage ton propre avocat, pas celui de papa. Le tien. Pourquoi? Parce que l'avocat de papa va protéger papa. Tu as besoin de quelqu'un qui te protège. Encore un silence, puis très doucement. Je suis désolé de n'avoir jamais pris ta défense. J'ai regardé par la fenêtre. Le lampadaire s'était allumé. Je sais ça aussi. Après avoir raccroché, je suis resté assise là pendant un long moment en pensant, si papa nous avait traités de manière égale, si Kyle n'avait jamais reçu un rôle pour lequel il n'était pas qualifié, si je n'avais jamais été effacé du dossier, est-ce que tout cela serait arrivé? Je ne pense pas. Papa ne m'a pas seulement fait du mal, il a aussi fait du mal à Kyle, juste d'une manière différente. Pensez-vous que Kyle mérite des conséquences, ou est-il une autre victime du contrôle de Gérald? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires. Carvey est une petite ville. À la fin de la semaine, tout le monde le savait. Pas toute l'histoire. Les petites villes ne s'embarrassent d'histoires complètes. Elles s'en tiennent à des fragments, à des versions chuchotées, à la phrase que vous surprenez à la quincaillerie. Mais les fragments suffisaient. Le journal local a été le premier à publier. À la une, en bas de page. Le comté examine les dossiers d'ingénierie après les révélations d'une fête de retraite. Pas de nom dans le titre, mais l'article mentionnait un ancien chef de département et des irrégularités dans les documents de certification PE. À Carvey, c'était aussi bien qu'un panneau d'affichage. En l'espace d'un mois, les ondes de choc ont atteint chaque coin du monde de papa. Le Rotary Club, dont il était membre depuis 20 ans, où il s'asseyait à la table d'honneur à chaque dîner mensuel, a envoyé une lettre, poliment rédigée. Soigneusement formulée dont l'essentiel était, il serait peut-être préférable qu'il prenne du recul par rapport à sa participation active jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Les voisins ont arrêté de faire signe de la main. Pas tous, mais suffisamment. Ceux qui comptaient pour papa. Ceux dont il comptait les signes de la main comme une monnaie d'échange. Puis Kyle a reçu une notification officielle du Conseil d'État des ingénieurs professionnels. Une enquête officielle pour exercice illégal. Si le Conseil constatait une violation, les sanctions pouvaient inclure des amendes et un casier judiciaire permanent. Et bien que Kyle n'ait jamais été réellement ingénieur, cette signature sur des documents officiels de l'État était aussi réelle que le béton. Maman a appelé une fois de plus. Sa voix avait une nouvelle tonalité. Pas de la colère envers moi, mais quelque chose proche de la capitulation. Es-tu heureuse maintenant? J'y ai réfléchi. Honnêtement, non, maman. Je ne suis pas heureuse, mais je suis honnête. Et pour la première fois, tout le monde l'est aussi. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. J'aurais dû parler il y a des années. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Margaret Holt a appelé Hélène en novembre. J'étais à mon bureau quand Hélène est entrée, s'est appuyée contre le chambranle de la porte et a souri. Le sourire spécifique qu'elle réserve aux bonnes nouvelles qu'elle garde depuis au moins 1 heure. Le comté vient de signer un contrat de 3 ans avec nous, a-t-elle dit. Conseil en infrastructure, pont, système de drainage, spécifications routières, tout le portefeuille. J'ai levé les yeux de mon écran. C'est génial. Devine qui ils ont demandé comme ingénieur principal? Je n'avais pas besoin de deviner. Le contrat était officiel. Mon nom, mon vrai nom, rattaché à mes vrais diplômes, figurait sur chaque projet d'infrastructure du comté de Carvey à l'avenir, pas caché, pas effacé, pas attribué à quelqu'un d'autre. Le mien. Et 1 semaine plus tard, j'ai conduit devant le pont de Millbrook et j'ai remarqué que la plaque avait été remplacée. La nouvelle disait pont de Millbrook, comté de Carvey, refonte structurelle, Marsh & Callaway Engineering.
Pas de noms individuels, mais dans mon secteur, le crédit de l'entreprise était suffisant. Quiconque le chercherait trouverait le dossier du projet. Et dans le dossier du projet, il me trouverait. Tom Reeves, l'ingénieur principal du département de papa, m'a envoyé un email ce soir-là. Pas d'objet, juste un paragraphe. Mademoiselle Anderson, j'ai examiné votre refonte de Millbrook en détail lors de l'audit la semaine dernière. L'intégration du mur de cisaillement, la redistribution des voies de charge, la séquence de renforcement des pylônes. C'est l'un des meilleurs travaux structurels que j'ai vus en 30 ans. Le comté a de la chance de vous avoir sous contrat. Tom, je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai imprimé et je l'ai mis dans le tiroir de mon bureau. Pas parce que j'avais besoin de preuves, mais parce que parfois après 31 ans de silence, c'est bien d'avoir les mots sur papier et juste de savoir qu'ils sont réels. 6 mois plus tard, papa n'a pas été arrêté, n'a pas été inculpé, n'a pas été traîné devant un tribunal. Ce qui s'est passé a été plus silencieux que ça et à certains égards pire. Le procureur du comté a conclu que les actions de Gérald, ordonner la suppression des dossiers de consultants et faciliter les signatures PE sans licence, étaient des violations administratives, non pénales. Il était déjà à la retraite. Il n'y avait aucune mesure disciplinaire liée à l'emploi à prendre. Et le comté a émis une réprimande formelle pour le dossier et a renvoyé le cas de Kyle devant le Conseil d'État pour un jugement indépendant. Mais la vraie punition, celle qui comptait dans un endroit comme Carvey, était la redéfinition. L'histoire de 35 ans de Gérald Anderson n'était plus celle qu'il avait écrite. Le pont qui était censé être son couronnement avait maintenant l'entreprise de quelqu'un d'autre sur la plaque. Les transcriptions des audiences étaient dans les archives publiques. Et le journal les a découpées et les a classées dans les archives de la bibliothèque du comté de Carvey, juste à côté de 35 ans de communiqués de presse flatteurs. Kyle m'a dit dans l'un de nos échanges occasionnels de textos que papa restait la plupart du temps à la maison maintenant. Il n'allait pas au restaurant pour prendre un café. Il ne promenait plus le chien devant le bâtiment du comté. Il regardait la télé. Il lisait le journal. Il ne parlait pas de moi. Maman a envoyé une lettre écrite à la main sur du papier à lettres dont je me souvenais de mon enfance. Bleu pâle et ses initiales en relief en haut. Je sais que j'ai eu tort de rester silencieuse. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que je te vois. Je t'ai toujours vu. J'avais juste trop peur de le dire. Je l'ai lu à la table de ma cuisine et j'ai pleuré. Pas parce que ça réparait quoi que ce soit. Ça ne le faisait pas. Mais parce qu'après 31 ans, ma mère avait enfin dit la chose que j'attendais d'entendre du mauvais parent. Ce n'était pas une fin, mais c'était une porte à peine entr'ouverte, laissant entrer une fine ligne de lumière. Maintenant, j'ai conduit jusqu'au pont de Millbrook un mardi matin. Sans raison. Je voulais juste le voir. Il était tôt, 7h15. Le ciel était encore rose sur les bords. Un bus scolaire a traversé en direction du nord. Puis un camion de livraison. Puis une femme dans un monospace avec 2 sièges auto à l'arrière. Le pont a tenu. Il n'a pas gémi. Il n'a pas fléchi. Il les a portés comme un pont est censé le faire. Silencieusement, invisiblement, sans demander de reconnaissance. Personne dans ce bus ne connaissait mon nom. Et personne dans ce camion n'avait la moindre idée de qui avait repensé le système de transfert de charge ou passé 6 semaines à faire tourner des simulations jusqu'à ce que les chiffres fonctionnent. Ils n'avaient pas besoin de le savoir. Ils avaient juste besoin que le pont tienne et il a tenu. Je me suis tenu sur la passerelle et j'ai regardé en bas vers la rivière. L'eau était basse, début du printemps, la fonte des neiges encore dans quelques semaines. Les pylônes que j'avais repensés s'élevaient du lit de la rivière comme des sentinelles silencieuses. Je ne raconte pas cette histoire pour que vous pensiez que mon père est un monstre. Il ne l'est pas. C'est un homme. Un homme qui a grandi en croyant que les filles ne construisent pas de choses et qui a passé toute sa vie à s'assurer que cette croyance ne soit pas remise en question. Il avait tort. Mais il était humain. Et il y a une différence entre comprendre quelqu'un et accepter ce qu'il vous a fait. Je n'ai pas besoin qu'il appelle. J'ai passé 31 ans à attendre un appel téléphonique qui n'arriverait jamais. Et l'attente était sa propre forme de prison. J'ai fini d'attendre. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Vous choisissez qui les franchit, vous choisissez quand. Et parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire n'est pas de se battre.
c'est de déposer la vérité tranquillement devant les personnes qui ont besoin de la voir et de la laisser faire le reste. Voici où j'en suis maintenant. Ingénieur principal chez Marsh & Callaway. Le contrat avec le comté m'occupe beaucoup. 3 projets en cours. 2 autres en cours d'examen. Hélène menace sans cesse de me faire associer. Je n'arrête pas de lui dire de me donner encore 1 an. Mon appartement est le même. Petit, au 2e étage, rien d'extraordinaire. Ma voiture a toujours 140 000 miles au compteur, mais sur le mur au-dessus de mon bureau, encadré, centré, éclairé par la fenêtre, se trouve mon certificat PE. C'est la première fois que je l'accroche. Ça semble être une petite chose. Ça ne l'est pas. Maman et moi parlons 1 fois par mois. Des appels courts, des sujets légers, la météo, les potins du quartier, la nouvelle boulangerie dans la rue principale. Nous ne parlons pas de papa. Nous ne parlons pas de la fête, mais nous parlons. Et il y a une limite maintenant. Claire, douce et réelle que nous respectons toutes les deux. Papa n'appelle pas. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Certains silences ne sont pas des punitions, ce sont des réponses. Et j'ai appris à accepter la réponse. Kyle envoie parfois des textos. Des choses simples. Et, comment vas-tu? Pas de point d'exclamation, pas d'émoji, juste pour prendre des nouvelles. Il a engagé son propre avocat, a coopéré avec le Conseil d'État, et pour la première fois de sa vie, a commencé à découvrir qui il était sans que papa ne dirige le spectacle. Aux dernières nouvelles, il prenait des cours du soir. Je n'ai pas demandé en quoi, mais j'étais contente. Je n'ai pas de fin hollywoodienne. Personne n'est apparu à ma porte avec des fleurs et des excuses. Personne n'a fait de grands discours sur à quel point ils avaient eu tort. La famille ne s'est pas réunie autour d'une table pour pleurer et se serrer dans les bras et promettre de faire mieux. Mais j'ai quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. La paix. Le genre de paix tranquille et solide. Le genre qui a du poids. Si vous écoutez ceci et que vous êtes resté jusqu'ici, ce qui me dit quelque chose sur vous, je veux dire une chose. Pas comme un conseil et pas comme une leçon, juste comme quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a longtemps. Si vous êtes dans une famille où votre silence est confondu avec un accord, vous avez le droit de parler. Pas avec des cris, pas avec de la cruauté, avec la vérité. Une vérité simple, documentée, indéniable. Et si vous portez un dossier, littéral ou autre, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Mais vous méritez de savoir qu'il vous appartient, qu'il existe, que la preuve de qui vous êtes et de ce que vous avez fait est réelle. Et ce, même si les personnes les plus proches de vous refusent de le voir. Je traverse le pont de Millbrook tous les matins en allant au travail. Absolument tous les matins et à chaque fois que je sens la route sous mes pneus, lisse, solide, tenant bon, je sais 2 choses. Le pont tient debout, et moi aussi.